Bonjour, ceci est une série de vidéos explicatives sur la matière de chimie telle que vue au programme d'UBI au collégial. Ceci est la troisième et dernière vidéo de la série de vidéos sur l'isomérie, qui abordera la deuxième catégorie de stéréoisomérie, soit l'isomérie configurationnelle. Nous verrons donc ce qu'est l'isomérie configurationnelle, qui se divise en isomérie optique et en isomérie géométrique, ainsi que l'isomérie dans les cycles. Vous pouvez sauter directement à l'une de ces sections en utilisant les timestamps dans la description. Comme nous l'avons vu lors des vidéos précédentes, l'isomérie se divise en deux catégories, l'isomérie structurale qui a été abordée dans la première vidéo et la stéréoisomérie. À titre de rappel, la stéréoisomérie est une propriété de deux molécules qui ont la même formule moléculaire mais qui diffèrent dans leur arrangement dans l'espace. Elle se fait par rapport à des atomes de carbone. La stéréoisomérie se divise elle-même en deux, soit l'isomérie configurationnelle et l'isomérie conformationnelle. Si l'isomérie conformationnelle décrit deux molécules qui diffèrent dans leur arrangement dans l'espace sans bris de lien, l'isomérie configurationnelle est présente lorsque deux molécules ont la même formule moléculaire mais diffèrent dans leur arrangement de l'espace avec bris de lien. Cela signifie que ce ne sont pas les mêmes molécules. Pour passer de l'une à l'autre, il faut donc briser des liaisons chimiques. Il existe deux catégories d'isomérie configurationnelle. La première étant l'isomérie optique, qui décrit deux molécules qui diffèrent dans leur configuration autour d'un ou de plusieurs centres chiraux. Un centre chiral, généralement un carbone, rend la molécule asymétrique, ce qui permet différentes configurations. Pour qu'un carbone soit chiral, il y a deux conditions. La première est que le carbone doit être hybridé sp3, ce qui signifie qu'il doit faire 4 liaisons simples, comme dans l'exemple suivant, où il est lié à 4 R qui représentent des substituants. La deuxième condition est que ces 4 substituants doivent être différents. À titre d'exemple, prenons le 2-chlorobutane. Pour déterminer les carbones chiraux de cette molécule, il faut appliquer les deux conditions. La première est que le carbone soit hybridé sp3. Dans ce cas, les 4 carbones de la molécule font 4 liaisons, donc ils sont tous hybridés sp3. Puis, il faut que les 4 substituants soient différents. Pour le carbone de gauche, celui-ci est lié à 3 hydrogènes, donc il possède 3 substituants identiques, ce qui fait qu'il n'est pas chiral. Pour le carbone d'à côté, il est lié à 2 hydrogènes, donc il n'est pas chiral non plus. Pour le troisième carbone, lui, il est lié à un hydrogène, un méthyle à droite, un éthyle à gauche et un chlore. Donc ces 4 substituants sont différents, donc il est chiral. Finalement, le carbone de droite est lui aussi lié à 3 hydrogènes, donc il n'est pas chiral. Pour identifier le carbone chiral, il faut lui rajouter un astérisque. Et il est également possible de le dessiner selon la représentation de Cram, comme ceci, en plaçant le carbone asymétrique ou chiral au centre et les substituants autour. Une molécule chirale est une molécule qui possède au moins un carbone asymétrique, comme c'est le cas de la molécule de l'exemple précédent, soit le 2-chlorobutane, où nous avions déterminé qu'il y avait un carbone chiral. Pour être une molécule chirale, il faut aussi que l'image miroir ne soit pas superposable, concept que nous verrons plus tard, mais essentiellement, cela signifie qu'il ne doit pas y avoir d'axe de symétrie. En fonction du nombre de carbones chiraux dans la molécule, il y aura différentes configurations possibles. Commençons par l'isomérie optique à un carbone asymétrique, soit un centre chiral. Pour une molécule qui n'a qu'un seul carbone asymétrique, comme le 2-chlorobutane, il y a deux configurations possibles, celle-ci. Remarquez que les deux molécules sont des images miroirs l'une de l'autre, la ligne pointillée représentant le miroir. Ces deux molécules sont des énantiomères, aussi appelés énantiomorphes ou antipodes optiques. Des énantiomères sont des images miroirs non superposables, comme nos deux mains. Elles sont identiques mais opposées, donc on ne peut pas les superposer. En ce qui a trait aux propriétés, deux énantiomères ont les mêmes propriétés chimiques et physiques, sauf pour le pouvoir rotatoire. Qu'est-ce que le pouvoir rotatoire? C'est la capacité à faire dévier d'un certain angle le plan de la lumière polarisée. Il se mesure grâce à un polarimètre. Par exemple, si la lumière passe à travers une fente verticale, représentée en gris foncé, le plan de la lumière est vertical.
lorsqu'elle passe à travers un contenant rempli de molécules chirales, elle va être déviée et il est possible de mesurer l'angle de rotation. De telles molécules sont dites optiquement actives. Si la déviation est vers la gauche, l'énantiomère est dit lévrogire et sa valeur de pouvoir rotatoire est négative. Si la déviation est vers la droite, l'énantiomère est dit dextrogire et sa valeur de pouvoir rotatoire est positive. Deux énantiomères auront toujours des valeurs de pouvoir rotatoire opposées, comme 20 degrés et moins 20 degrés par exemple. Ainsi, si un mélange contient la même quantité molaire de deux énantiomères qui ont des valeurs de pouvoir rotatoire opposées, ces valeurs vont s'annuler et le mélange sera optiquement inactif. Il ne déviera pas la lumière. C'est ce qu'on appelle un mélange racémique. Pour différencier deux énantiomères, on utilise la configuration absolue. La configuration absolue peut se donner pour tout carbone asymétrique. Pour déterminer cette configuration absolue, il y a 3 étapes. La première étape est de numéroter les substituants directement liés au carbone asymétrique selon l'ordre de priorité de Cahn-Ingold-Prelog ou CIP. Cet ordre établit la priorité des substituants selon leur numéro atomique. Ainsi, le substituant qui a le numéro atomique le plus élevé est prioritaire et est numéroté 1. Si deux substituants sont composés du même atome, il faut considérer le numéro atomique du deuxième atome de chaque substituant, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il y ait une différence. S'il y a des doubles ou triples liaisons, celles-ci doivent être transformées en liaisons simples en rajoutant à chacun des carbones de la liaison multiple des carbones afin d'avoir des carbones qui font tous 4 liens simples. Par exemple, s'il y a une liaison double, il faut ajouter un carbone à chaque carbone de la liaison. La deuxième étape est de placer le substituant en 4e position en arrière de la molécule, celle-ci devant être dessinée selon la représentation de Cram. La troisième étape est d'attribuer la notation R ou S en fonction du sens des substituants. Si l'ordre croissant des substituants 1 à 3 est horaire, c'est R, et si c'est anti-horaire, c'est S. Afin de voir comment ces étapes s'appliquent concrètement, nous allons faire 2 exemples. Le premier avec l'un des 2 énantiomères de la molécule utilisée depuis le début, soit le 2-chlorobutane. Pour tous les exemples que nous ferons dans cette vidéo, je vous encourage à mettre la vidéo sur pause afin d'essayer de les nommer par vous-même, puis à repartir la vidéo pour voir l'explication. La première étape est de numéroter les substituants directement liés au carbone asymétrique selon l'ordre de priorité de CIP. Il faut donc se demander quel est l'ordre de priorité des numéros atomiques. Ici, les premiers atomes de chaque substituant sont le carbone, le chlore et l'hydrogène. En ordre de priorité de numéros atomiques, c'est donc le chlore en premier avec 17, puis le carbone et l'hydrogène. Ainsi, le chlore est le substituant 1 et l'hydrogène le substituant 4. Pour les 2 substituants qui commencent par un carbone, il faut regarder l'atome en 2e position. Pour le méthyle, le carbone est lié à 3 hydrogènes, alors que pour l'éthyle, il est lié à 2 hydrogènes et 1 carbone. Puisque le carbone a un numéro atomique plus grand que l'hydrogène, l'éthyle est donc prioritaire et est le substituant 2, et le méthyle est le substituant 3. Ensuite, la deuxième étape est de placer le substituant en 4e position, en arrière de la molécule. Il faut donc se demander quel substituant doit être placé en arrière. C'est le substituant 4 qui, dans ce cas, est l'atome d'hydrogène. Il faut donc faire tourner les substituants du bas vers la droite afin de mettre l'hydrogène en arrière, comme ceci. La troisième étape est d'attribuer la notation R ou S en fonction du sens des substituants. Il faut donc se demander dans quel sens sont les substituants en ordre croissant de priorité. Pour cette molécule, ils sont dans le sens anti-horaire, donc c'est l'énantiomère S. Nous allons faire un deuxième exemple, cette fois-ci avec une liaison multiple, soit avec cette molécule-ci. La première étape est de numéroter les substituants directement liés au carbone asymétrique selon l'ordre de priorité de CIP. Il faut donc se demander quel est l'ordre de priorité des numéros atomiques. Ici, les premiers atomes de chaque substituant sont soit des carbones, soit des hydrogènes. Puisque le carbone a un numéro atomique plus grand que l'hydrogène, on peut déjà identifier le substituant 4, qui est l'hydrogène. Pour les 3 autres substituants, il faut considérer l'atome en 2e position.
Or, pour le substituant du bas, il y a une liaison double, donc il faut transformer cette liaison double en liaison simple, en rajoutant des atomes de carbone. Puisque chaque carbone doit faire 4 liaisons, si on enlève la liaison double, il faut rajouter un carbone à chaque carbone porteur de la liaison double, comme ceci. On peut ensuite comparer les substituants. En bas, l'atome de carbone est lié à 2 atomes de carbone et 1 atome d'hydrogène. Au milieu, il est lié à 1 atome de carbone et 2 atomes d'hydrogène, et en haut à 3 atomes d'hydrogène. Celui du bas est donc prioritaire, soit le substituant 1, celui du milieu le 2, et en haut le substituant 3. Ensuite, la deuxième étape est de placer le substituant en 4e position, en arrière de la molécule. Il faut donc se demander quel substituant doit être placé en arrière. C'est le substituant 4, qui dans ce cas est l'atome d'hydrogène. Il faut donc faire tourner les substituants du bas vers la gauche afin de mettre l'hydrogène en arrière, comme ceci. La troisième étape est d'attribuer la notation R ou S en fonction du sens des substituants. Il faut donc se demander dans quel sens sont les substituants en ordre croissant de priorité. Pour cette molécule, ils sont dans le sens antihoraire, donc c'est l'énantiomère S. S'il y a 2 carbones asymétriques, soit 2 centres chiraux, le nombre de configurations possibles change. En fait, plus le nombre de carbones augmente, plus le nombre de configurations possibles augmente selon la règle suivante. 2 exposant le nombre de carbones asymétriques donne le nombre de stéréoisomères, soit d'isomères optiques. Pour 2 carbones asymétriques, il y a donc 4 isomères optiques possibles. Pour dessiner ces isomères, il y a 3 étapes que nous allons démontrer avec la molécule de 2-bromo-3-chlorobutane. La première étape est de dessiner un énantiomère, n'importe lequel, qui sera l'énantiomère 1, et son image miroir, qui sera l'énantiomère 2. Puis, la deuxième étape est d'échanger 2 substituants sur un seul des 2 carbones, juste un échange. Cela donne l'énantiomère 3. Puis, la troisième étape est de dessiner l'image miroir de l'énantiomère 3, ce qui donne l'énantiomère 4. Cependant, le nom de ces isomères optiques est différent. Il ne s'agit pas de 4 énantiomères puisque certains ne sont pas des images miroirs. Ces isomères peuvent donc être 2 à 2, soit des énantiomères ou des diastéréoisomères. Comme nous venons de le voir, des énantiomères sont des stéréoisomères qui sont des images miroirs l'une de l'autre. Leurs propriétés chimiques et physiques sont donc similaires sauf pour le pouvoir rotatoire. Ainsi, pour les isomères optiques de l'exemple, les molécules 1 et 2 sont des énantiomères entre eux et les molécules 3 et 4 aussi. Des diastéréoisomères sont, à l'inverse, des stéréoisomères qui ne sont pas des images miroirs l'une de l'autre. Pour cette raison, leurs propriétés chimiques et physiques peuvent être différentes. Par exemple, leurs valeurs de pouvoir rotatoire sont différentes et elles peuvent être autant de signes opposés que de mêmes signes. Parmi les molécules dessinées, 1 est un diastéréoisomère des molécules 3 et 4, 2 est un diastéréoisomère des molécules 3 et 4, 3 est un diastéréoisomère des molécules 1 et 2, et 4 est un diastéréoisomère des molécules 1 et 2 aussi. Si pour différencier 2 énantiomères, nous avons vu la configuration absolue, pour distinguer des isomères optiques, il est possible de déterminer leur configuration relative, qui correspond à l'arrangement des substituants d'un carbone asymétrique par rapport à un autre carbone asymétrique. Il y a 2 étapes. La première est de déterminer s'il y a 2 paires de substituants identiques ou 3. Puis, la deuxième étape est de déterminer la configuration relative. S'il y a 2 paires de substituants identiques, la molécule peut être érythro s'il est possible d'éclipser, soit de superposer ces 2 paires de substituants en même temps, ou tréo s'il n'est possible d'éclipser qu'une paire de substituants en même temps. S'il y a 3 paires de substituants identiques, la molécule peut être méso s'il est possible d'éclipser, soit de superposer, ces 3 paires de substituants en même temps. Or, si cela est possible, cela signifie qu'il y a un axe de symétrie horizontale. Donc les 2 molécules ne sont pas des stéréoisomères, c'est en réalité la même molécule qui n'est pas chirale. La molécule peut aussi être très haut s'il n'est possible d'éclipser qu'une paire de substituants en même temps. Pour voir comment déterminer la configuration relative concrètement,
nous allons faire un exemple avec les stéréoisomères du 2,3-dibromobutane. La première étape est de déterminer s'il y a 2 paires de substituants identiques ou 3. Il faut donc se demander quelles paires de substituants sont identiques. Dans ce cas, l'hydrogène, le méthyle et le brome sont présents sur les 2 carbones asymétriques. Donc il y a 3 paires de substituants identiques. Puis, la deuxième étape est de déterminer la configuration relative pour 3 paires de substituants identiques. Il faut donc se demander, est-il possible d'éclipser les 3 paires de substituants en même temps? Pour les 2 molécules du haut, cela n'est pas possible. Alors, c'est la configuration relative très haut. Par contre, pour les 2 molécules du bas, il est possible d'éclipser les 3 paires de substituants en même temps. Donc, c'est la configuration relative méso. Or, il y a donc un axe de symétrie horizontale, donc les 2 molécules sont en réalité une seule et même molécule, et non pas des stéréoisomères. La molécule 3 n'est donc pas chirale. Si nous avons vu l'isomérie optique, l'isomérie configurationnelle comprend également une autre sorte d'isomérie, l'isomérie géométrique, qui est présente lorsque 2 molécules diffèrent dans leur configuration, parce qu'il y a un système rigide, et donc qu'il n'y a pas de rotation libre autour d'un double lien, donc dans un alcène ou dans un cycle. Pour qu'il y ait isomérie géométrique, il faut que les carbones porteurs de la liaison aient chacun 2 substituants différents, soit que R1 et R2 soient différents, et que R3 et R4 aussi. L'isomérie géométrique peut d'abord être cis ou trans. Pour que ce soit le cas, il faut que les carbones porteurs de la liaison double aient au moins une paire de substituants identiques entre eux. Par exemple, dans cette molécule, les carbones porteurs de la liaison double possèdent tous les 2 un atome de chlore, donc la molécule fait de l'isomérie cis-trans. La molécule est cis si les 2 groupements identiques sont du même côté, ce qui était le cas de l'exemple. Si les 2 groupements identiques ne sont pas du même côté, la molécule est dite trans, comme dans cette molécule-ci. Pour déterminer si une molécule est cis ou trans, il y a 3 étapes. Tout d'abord, la première étape est de vérifier que chaque carbone possède des substituants différents. En effet, si les substituants sont identiques, il ne peut y avoir d'isomérie géométrique car il y a un axe de symétrie. La deuxième étape est de déterminer la paire de substituants identiques. S'il n'y en a pas, il n'y a pas d'isomérie cis-trans, mais uniquement EZ, que nous verrons plus tard. La troisième étape est d'attribuer l'isomérie cis si les substituants identiques sont du même côté et trans s'ils sont opposés. Faisons un exemple avec l'alcène suivant. La première étape est de vérifier que chaque carbone possède des substituants différents. Il faut donc se demander, les carbones possèdent-ils des substituants différents? Dans ce cas, oui, car R1 n'est pas égal à R2 et R3 est différent de R4. La deuxième étape est de déterminer la paire de substituants identiques. Dans ce cas, les substituants identiques sont les 2 méthyles. Finalement, la troisième étape est d'attribuer l'isomérie cis ou trans. Il faut donc se demander, les substituants sont-ils du même côté? Oui, les méthyles sont du même côté, donc c'est l'isomérie cis. Des alcènes qui n'ont pas 2 substituants identiques peuvent également faire de l'isomérie, que l'on appelle de l'isomérie EZ. Celle-ci se fait en considérant non pas les 2 substituants identiques, mais les 2 substituants prioritaires selon l'ordre de CIP, que nous avons vu plus tôt avec la configuration absolue. Pour l'isomère Z, qui vient du mot zusammen, qui veut dire ensemble en allemand, les 2 substituants prioritaires sont du même côté, comme ceci. Et pour l'isomère E, qui vient du mot entgegen, qui veut dire opposé en allemand, les 2 substituants prioritaires ne sont pas du même côté, soit logiquement opposés, comme cela. Pour déterminer l'isomérie EZ, il y a 4 étapes. Tout d'abord, la première étape est de vérifier que chaque carbone possède des substituants différents. En effet, si les substituants sont identiques, il ne peut y avoir d'isomérie géométrique, car il y a un axe de symétrie.
Puis, la deuxième étape est de considérer chaque carbone porteur de la liaison séparément. La troisième étape est de déterminer le substituant prioritaire pour chaque carbone, en fonction de l'ordre de priorité de CIP, de la même manière que nous avons vu pour la configuration absolue, soit en fonction des numéros atomiques. Le substituant qui a le plus grand numéro atomique est prioritaire. Finalement, la quatrième étape est d'attribuer l'isomérie Z si les substituants prioritaires sont du même côté et E s'ils sont opposés. Faisons un exemple avec la même molécule que précédemment, mais pour déterminer l'isomérie EZ. Puisque c'est la même molécule que dans l'exemple précédent, nous savons que l'alcène fait de l'isomérie. Il faut donc passer à la deuxième étape, qui est de considérer chaque carbone porteur de la liaison séparément, et la troisième étape, qui est de considérer le substituant prioritaire pour chaque carbone, en fonction de l'ordre de priorité de CIP. Il faut donc se demander quels sont les substituants prioritaires. Pour le carbone de gauche, c'est le méthyle qui est prioritaire, et pour le carbone de droite, comme le numéro atomique du chlore est plus grand que celui du carbone, c'est le chlore qui est prioritaire. Puis, la quatrième étape est d'attribuer l'isomérie EZ. Il faut donc se demander, les substituants prioritaires sont-ils du même côté? Non, le méthyle est opposé au chlore, donc c'est l'isomérie E. Si l'on reprend ce que nous avons trouvé pour les deux derniers exemples, nous voyons que la molécule est à la fois cis et E. En effet, une molécule cis n'est pas nécessairement Z et vice-versa, une molécule trans n'est pas nécessairement E. Puisque pour l'isomérie cis-trans, il faut considérer les substituants identiques, alors que pour l'isomérie EZ, il faut considérer les substituants prioritaires. La dernière chose qui reste à voir en ce qui concerne l'isomérie est l'isomérie dans les cycles, qui vient en quelque sorte tout mettre ensemble. En effet, dans les cycles, il peut y avoir de l'isomérie géométrique, car il n'y a pas de rotation en raison du cycle qui est rigide, mais aussi de l'isomérie optique, car les carbones sont hybridés sp3. Il faut connaître les cycles à 3 et les cycles à 4 uniquement. Voici donc un exemple de cycle à 3. On peut voir que les deux molécules du haut sont très hauts, mais aussi Z, car les substituants prioritaires, soit le chlore à gauche et le méthyle à droite, sont du même côté. Elles sont également trans, car les deux substituants identiques, les deux méthyles, sont opposés. Les deux molécules d'en bas, elles, sont érythro, mais aussi E et cis. Il est également possible de déterminer la configuration absolue R et S de chaque carbone asymétrique, de la même façon que pour des molécules non cycliques. Par contre, il peut être plus difficile de visualiser un cycle dans sa tête, alors il faut faire attention et surtout beaucoup de pratique. Pour la molécule I, le carbone de gauche, il faut identifier les substituants, qui sont ceux-ci, en blanc. Deux des substituants sont les branches du cycle. Puis il faut les classer par ordre de priorité de numéro atomique. Donc le chlore est en premier, puis l'autre carbone asymétrique, car il est lié à deux carbones et un atome d'hydrogène. Puis le carbone en arrière du cycle, qui est lié à un carbone et deux hydrogènes. Puis le groupement méthyle en haut, qui est 4, car il est lié à 4 atomes d'hydrogène. Ensuite, il faut placer le substituant 4 en arrière, qui est le groupement méthyle. Donc il faut regarder en suivant la flèche noire. Et puisque les substituants 1 à 3 sont dans le sens horaire, le carbone asymétrique est donc R. Pour les cycles à 4, c'est presque la même chose. Le cycle est représenté comme un losange et les carbones asymétriques sont placés du côté du miroir, comme ceci. Pour déterminer la configuration absolue R et S, il suffit d'identifier les substituants, qui sont les 4 en blanc. Puis, il faut les classer par ordre de priorité de numéro atomique, donc le chlore est en premier, puis l'autre carbone asymétrique à droite, car il est lié à deux carbones et un atome d'hydrogène. Puis le carbone du cycle, mais à gauche, qui est lié à un carbone et deux hydrogènes. Et le groupement méthyle, qui est 4, car il est lié à 3 atomes d'hydrogène. Ensuite, il faut placer le substituant 4 en arrière, qui est le groupement méthyle. Donc il faut regarder en suivant la flèche noire par en haut, avec le chlore qui tombe devant vous. Et puisque les substituants 1 à 3 sont dans le sens anti-horaire, le carbone asymétrique est S. Là encore, il peut être difficile de voir dans quel sens sont les substituants, mais avec de la pratique, cela viendra. Comment apprendre et réviser l'isomérie configurationnelle? Tout d'abord, comme cela a été dit dans les 2 vidéos précédentes, il est important d'apprendre à différencier les nombreux types d'isomérie,
car l'isomérie configurationnelle vient s'ajouter à l'isomérie structurale et à l'isomérie conformationnelle. Pour vous aider, un tableau résumé de l'isomérie est disponible sur mon site internet, dont le lien est dans la description. Et comme toujours, faire des exercices est important, surtout pour l'isomérie dans les cycles. Cela prendra du temps, mais au fur et à mesure des exercices que vous ferez, vous allez vous développer une technique mentale pour voir si les carbones sont R ou S. Si vous cherchez les exercices, il y a une feuille d'exercices pour chaque vidéo disponible sur mon site, ainsi que le corrigé, avec des exercices inspirant des manuels du BI et même d'anciens examens du BI. Voilà, dans cette vidéo, nous avons vu le deuxième type de stéréoisomérie, soit l'isomérie configurationnelle, en abordant l'isomérie optique avec un carbone asymétrique et deux carbones asymétriques, mais aussi l'isomérie géométrique, soit l'isomérie cis-trans et l'isomérie EZ, et nous avons vu l'isomérie dans les cycles. Salut, c'est moi Laure, la personne derrière ces vidéos. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que cela pourra vous aider dans vos études et votre parcours IB. N'hésitez pas à me dire comment vous avez trouvé la vidéo en commentaire, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé, et si vous avez des suggestions de sujets avec lesquels vous avez plus de difficultés et que vous aimeriez voir prochainement sur cette chaîne, dites-le moi dans les commentaires. Aussi, pour être sûr de ne pas manquer les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.